Place au parti pris, nous rejoignent Ruth Elkriyev pour la politique, Pascal Perry pour l'économie et Abnous Chalmani pour l'international. Et c'est vous qui commencez, Ruth, votre parti pris politique. Eh bien, vous aussi, vous avez regardé l'Europe et vous nous dites l'Europe façon puzzle face à cette guerre en Iran. Bon, on parle souvent de l'unité européenne. S'il y a un domaine là où il n'y a pas d'unité européenne, c'est bien celui-là. En fait, à chaque épreuve, on voit bien que l'unité européenne est mise à mal. Et dans cette situation, c'est vrai que dans un premier temps, les Européens ont d'abord essayé de présenter un front uni face à l'intervention américano-israélienne. Ils ont fait une première déclaration commune, France, Angleterre et Grande-Bretagne. Mais très vite, le front s'est fissuré. Et j'ai envie de dire, le responsable, mais aussi le révélateur, c'est Donald Trump, puisqu'il a reçu le chancelier Merz à la Maison-Blanche et il s'est livré à son exercice préféré. Désigner, cibler, complimenter et du coup révéler ses divisions au grand jour. Alors faisons peut-être une petite revue. D'abord, les compliments au chancelier Merz qui était à ses côtés. Has become a friend of mine, and we've known each other for a little while in some very interesting times. We have a great affinity for each other. Et voilà, pourquoi ? Parce que c'est un ami qui fait du bon boulot, je cite. Et le chancelier Merz, aux côtés de Donald Trump, qu'est-ce qu'il a dit ? Mais qu'il est sur la même longueur d'onde que Washington contre le régime terroriste. Et rappelez-vous, lors de la guerre des 12 jours, qu'avait dit le chancelier Merz ? Les Israéliens font le sale boulot pour tout le monde. Mais il s'était repris parce qu'il avait été très critiqué par son opposition. Ça, Trump, il aime bien. Bon. Alors, en revanche, l'allié historique, lui, reçoit une volée de bois vert. Je veux parler de la Grande-Bretagne. Écoutez Donald Trump. By the way, I'm not happy with the UK either. For whatever reason, he made a lease of the island, so we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. Bon, ça c'est envoyé. Bon, effectivement, Londres avait d'abord refusé de laisser les avions américains utiliser les bases britanniques, mais finalement a accepté de les laisser aller à Diego Garcia dans l'océan Indien pour des manœuvres dites défensives. Mais bon, ça n'a pas suffi, c'est trop tardif pour Donald Trump. Là, il y a quelques bruits qui disent que peut-être Londres s'allierait à certains bombardements, donc on ne sait pas. Mais de toute façon, c'est trop tard, ils sont rangés dans la division des adversaires de Donald Trump. Et puis alors, il y a l'Espagne, rebelle, là c'est carrément la menace. Écoutez Donald Trump. Some of the European, like Spain, has been terrible. And now Spain actually said that we can't use their bases, they were unfriendly. Voilà, ils sont inamicaux. En effet, l'Espagne a carrément refusé à l'aviation américaine l'accès à ses bases militaires situées dans le sud du pays, qui ont un statut particulier. Elles sont en Andalousie, mais sous le contrôle espagnol. Et donc, il faut l'autorisation espagnole. Sous le contrôle espagnol. Oui. Voilà. Et donc, là, ça ne va plus du tout. On y reviendra, puisque maintenant, on est carrément au stade de la menace. Pas un mot sur Emmanuel Macron, vous avez remarqué, qui hier s'est livré à son exercice favori du en même temps. Il a déploré les opérations militaires conduites, j'aime bien l'expression, en dehors du droit international. C'est habile. Mais il souligne aussi que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple. Et puis, depuis son bureau de l'Élysée, il a lancé quelques signaux à peine voilés. Ce livre de Pablo Neruda que vous voyez, le poète chilien anti-impérialiste, anti-américain évidemment. Donc, on voit à peu près ce front européen complètement dispersé, façon puzzle en effet. Mais depuis ce matin, c'est le même Donald Trump qui le fait se reconstituer. Parce que du coup, il menace l'Espagne de cessation des discussions commerciales et de toute négociation commerciale. Et là, réaction unanime, en tout cas de façade. Tandis que Pedro Sánchez se présente désormais comme le pacifiste en chef de l'Espagne, mais de l'Europe, il l'a répété, écoutez. No a asumir que el mundo solo puede resolver sus problemas a base de conflictos, de bombas. La posición del gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Non à la guerra. Voilà. L'Espagne ne sera pas complice des attaques par ces représailles. Et
on voit bien que c'est une histoire espagnole parce que José Luis Zapatero avait décidé lui aussi de rompre ce qu'avait noué comme alliance José María Aznar avec Bush pendant la guerre d'Irak. Et là, il y a une forme de tradition de la gauche espagnole, sachant que par ailleurs, Pedro Sánchez a dans sa majorité, j'ai envie de dire, les Mélenchon espagnols. Et donc, c'est difficile pour lui de faire autrement. Mais depuis ce matin, la Commission européenne se dit prête à réagir pour défendre les intérêts de l'Espagne. Emmanuel Macron a téléphoné à Pedro Sánchez. Et c'est sûr que c'est vrai que s'il y a des rétorsions commerciales qui s'ajoutent aux incertitudes liées à l'approvisionnement en pétrole et en gaz, c'est pas très bon pour l'économie européenne. Ce qui se passe, c'est que donc Trump a révélé les fissures de l'Europe. En même temps, il arrive à les ressouder. Juste une petite note sur les pays de l'Est de l'Europe. Pas un mot, parce que eux, ils n'ont pas oublié que l'Iran a armé la Russie contre l'Ukraine et que les drones Shahid, ils venaient d'Iran. Et ça, du coup, ça reste dans la mémoire. Et en tout cas, on n'a rien entendu, ce qui est une forme évidemment d'approbation assez claire. Et puis, surtout à l'Est, ils savent ce que c'est que de vivre sous une tyrannie où la liberté d'expression n'existe pas, où toute arrestation est arbitraire. Et moi, vous savez, j'ai vraiment quand même beaucoup de mal avec Pedro Sánchez et l'Espagne, qui n'avait que le terme génocide en bouche au moment de Gaza, alors qu'il n'y a aucune preuve de génocide, et qui là, tout d'un coup, on appelle au pacifisme, alors que la monarchie aurait assassiné entre 50 et 60 000 personnes en 2 jours. Donc, c'est de toute façon ce pacifisme de quelques Européens, c'est ça qui va nous mener dans le mur de la fin de l'Europe. Bon, et tout à l'heure, vous nous reparlerez de l'Iran, avec cette incroyable chasse à la taupe. On cherche qui a informé Israël et les États-Unis, et il y a un profil qui est désigné. A priori, beaucoup de gens. Pascal, votre parti pris économique, eh bien, vous nous dites ce soir, j'en ai assez des discours alarmistes, ne faisons pas le jeu de l'Iran. Non, la situation n'est pas si dramatique que ça. Non, et puis j'allais vous dire que la crise est devenue pratiquement une situation normale. Donc il y a quelques indicateurs qui sont relativement inquiétants. Il y a un peu de tension, faut pas se le cacher, il y a une tension sur le marché des hydrocarbures, mais l'ensemble de la communauté financière et boursière est relativement paisible. Il y a un indicateur qui est extrêmement significatif que je vous invite à suivre, c'est le VIX. V-I-X, c'est l'indice de la peur. C'est un indice synthétique. Alors on l'appelle l'indice de la peur parce qu'il mesure la volatilité des marchés. C'est l'inverse, si vous voulez, du S&P 500. Quand le S&P 500 monte, le VIX descend et inversement. Et donc il était cet après-midi, alors moi je l'ai mesuré à 22,22, c'était déjà une baisse de 5,73%, et la régie nous montre maintenant qu'il continue de descendre. Donc on regarde la situation, enfin la communauté financière regarde la situation de façon assez détachée, sans panique, si vous voulez. Alors comment expliquer la bonne tenue de cet indicateur alors que le contexte géopolitique n'est pas idéal? D'abord, le prix du baril est relativement élevé. Il y a quand même quelques mauvaises nouvelles. Ça n'est pas tragique. On n'est pas face à une crise insurmontable. Mais il faut la regarder telle qu'elle est. On a le prix du Brent qui a augmenté, qui est à $82. Enfin, il l'était à 16 heures. Je pense qu'il a même un tout petit peu baissé. C'est pas les $100 qu'on nous promettait sous 48 heures à peu de choses près. Et même les $160, ni même les 160, encore moins les $160. Alors on a le prix du gaz, c'est vrai, qui a doublé en l'espace de 48 heures. Mais là aussi, on est très très loin d'une période dont on se rappelle, c'est l'entrée de la Russie en guerre en Ukraine. C'est la guerre russe en Ukraine, pour utiliser des mots tout à fait justes. On était à 345 € le mégawattheure. On était cet après-midi à 60. Et puis il y a un tout petit peu plus marginal. Vous savez qu'il y a 30% des engrais consommés dans le monde qui sortent par le détroit d'Ormuz, qui sont fabriqués dans ces régions. Pourquoi? Parce que il faut beaucoup de gaz pour ça. Ils ont augmenté légèrement de 15%. Donc le monde de la finance est étonnamment paisible, essentiellement parce qu'il existe, j'allais dire, un plan B ou des plans B. Dans le domaine essentiel de la navigation commerciale, le commerce, c'est pour 80% la mer. Le commerce international, c'est pour 80% la mer. Le contournement de l'Afrique, alors certes, c'est un tout petit peu plus long, c'est 6000 km de plus que le trajet habituel par le détroit de Bab el-Mandeb et par le canal de Suez. C'est $500 000 de plus par convoi. C'est des primes de risque qui ont augmenté, mais
il n'y a pas de risque de rupture. Et c'est au fond ce que, là encore, le monde de l'économie retient. Et il faut rappeler que pour l'instant, les Houthis n'ont pas repris les bombardements dans la mer Rouge. Ils ont conclu un accord avec les Américains et ils ont été décapités aussi. Donc, alors, ils sont très affaiblis. Deuxième élément, alors il y a certes des tensions sur l'approvisionnement en hydrocarbures, mais l'OPEP peut très rapidement augmenter sa production de pétrole et pour les États-Unis, notamment de pétrole de schiste. Alors il y a deux gagnants quand même au passage dans cette affaire. Vous avez d'abord les États-Unis parce que ça relance l'industrie du schiste. Au-dessus de $60, à peu de choses près, ou $65, le schiste redevient rentable. Et puis il y a un deuxième gagnant, c'est la Russie, parce que la Russie a repris ses échanges avec la Chine. La Chine qui s'approvisionnait beaucoup avec l'Iran. La Russie substitue, parce qu'il y a une route directe qui ne passe pas par les mers, substitue aujourd'hui l'Iran. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les Russes qui vont pouvoir vendre leur baril un peu plus cher. Il était à $45, il était discounté, il est remonté autour de $65 et au-dessus de $60, la Russie finance son effort de guerre. Donc vous voyez qu'il y a un peu partout des solutions disponibles. J'ajoute, dernier élément, que tous les pays, dont la France d'ailleurs, il ne faut pas au passage s'affoler, disposent de réserves stratégiques. Si le prix du super augmente aujourd'hui à la pompe, ça n'est pas la faute de la crise. Je rappelle simplement une règle simple, ce que vous consommez aujourd'hui a été acheté il y a environ un mois. Donc il y a un mois, il n'y avait pas de crise. Vous pouvez vous tourner éventuellement vers le pétrolier, mais certainement pas incriminer la situation internationale. Alors ce qu'on peut craindre à bref délai, c'est plutôt une crise de l'approvisionnement des pièces détachées, des biens qui arrivent de Chine, notamment. Il y aura probablement un peu de déperdition en ligne. Il y a 170 bâtiments qui sont bloqués aujourd'hui à l'intérieur de la mer d'Oman, mais sur 90 000 qui naviguent dans le monde. Donc c'est finalement très peu de choses. Ce que je retiens, c'est que le monde des affaires s'est habitué aux crises. En fait, la crise est devenue une situation absolument normale. Et c'est vrai que quand vous faites le compte des toutes dernières années, on a eu le Covid, ça a été un sacré choc. Vous avez eu la guerre en Ukraine. Et donc, il y a une espèce de résilience, enfin une forme d'agilité du monde de l'économie, peut-être plus souple que le monde de la politique. On peut acheter donc un peu de temps aujourd'hui, se dire que si la situation ne s'envenime pas, il n'y aura pas de choc économique majeur, si vous voulez. Ce que je vous dis ce soir, je le signe ce soir, peut-être que la semaine prochaine, les choses auront changé. Enfin, en attendant, ne dramatisons pas. Pas de panique. Voilà, pas de panique. Abnous, incroyable histoire, en Iran. Quels sont ceux qui auraient pu renseigner Israël, les États-Unis, qui ont été épargnés par les bombardements? Qui est la taupe? Alors, on ne sait pas si c'est la taupe, mais en tout cas, Ismaël Kani, commandant de la force Al-Quds, c'est les gardiens de la Révolution, à l'extérieur, c'est lui qui a remplacé Qassem Soleimani, éliminé par les Américains en janvier 2020. Est-ce qu'il travaillerait pour le Mossad? Alors la question est ouverte. Ce qui est documenté, c'est que les soupçons sont suffisamment sérieux pour que les gardiens de la Révolution le traitent comme un suspect et que sa survie miraculeuse à au moins 3 frappes majeures défie toute probabilité statistique, soyons clairs. Donc, récapitulons. Après l'élimination de Hassan Nasrallah par Israël le 27 septembre, Ismaël Kani disparaît de la scène publique. Où est-il? Il était censé assister à la même réunion que Nasrallah. Il ne s'y est jamais présenté. Puis, il échappe, quelques jours plus tard, le 4 octobre, à l'élimination de Hachem Safieddine, le successeur désigné du chef du Hezbollah, de Nasrallah. À ce moment-là, une source proche du Hezbollah déclare la fuite est à 100% iranienne. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les gardiens de la Révolution, évidemment, ils placent Kani 2 fois de suite. Il échappe à un bombardement en résidence surveillée. L'interroge selon Sky News Arabie qui fait une crise cardiaque pendant l'interrogatoire, mais finalement c'est son chef de cabinet Ehsan Shafiki qui est directement suspendu d'espionnage au profit d'Israël et emprisonné. Donc on se dit c'est pas lui, il repart. En juin 2025, lors de l'opération Rising Lion, donc la guerre des 12 jours, les frappes israéliennes pulvérisent le quartier général des forces Al-Quds, dont il est le commandement. Le New York Times annonce la mort de Kani, mais le lendemain, l'armée israélienne publie une infographie où son nom ne figure pas parmi les victimes. Donc là, évidemment, panique à bord chez les gardiens de la Révolution, qui sont déjà paranoïés à la base, mais forcément, et il se trouve qu'il est encore en vie. En janvier 2026, un média israélien révèle que Kani fait en plus l'objet d'une enquête pour détournement de 700 millions de dollars issus des ventes de pétrole et d'armes. Il tente de rencontrer
Khani à ce moment-là, Khamenei qui refuse, et arrive le fatal 28 février 2026, les frappes américano-israéliennes qui tuent Khamenei dans sa résidence à Téhéran, et il se trouve que Khani était là, il était dans cette résidence, mais qu'il est parti exactement 10 minutes avant l'attaque. Ah, il est parti 10 minutes avant l'attaque. Exactement. Et enfin, le 3 mars, donc là, hier, des rumeurs d'exécution de Khani par les gardiens de la Révolution se met en place, et les gardiens, pas du tout, on ne sait pas s'il a arrêté, on ne sait pas s'il a été exécuté, mais il démente. Alors, raconter ainsi, évidemment, on peut que reprendre le titre du Parisien, est-ce l'Iranien le plus chanceux du monde, ou plus banalement une taupe, quoi. On ne sait pas. Et effectivement, j'ai retrouvé l'interview, je suis sûre qu'on en avait parlé ici, c'était en octobre 2024, de feu président Mahmoud Ahmadinejad, qui a été tué par les frappes israélo-américaines, et qui disait... Qui a été ? Il a été tué. Il a été tué a priori. Ahmadinejad ? Ah oui. Je crois qu'il a survécu. Il a survécu. Ah bon, alors Il faut regarder. Il a été donné pour mort pendant un temps, et finalement il est réapparu. Mais tout cela est très difficile à vérifier pour sûr. J'étais resté sur mon numéro de claquette pour lui aussi. Israël organisait des opérations complexes à l'intérieur de l'Iran. Il pouvait facilement obtenir des informations en Iran. On reste encore silencieux à ce sujet. L'homme qui dirigeait l'unité en Iran contre Israël était un agent israélien. Et il rajoutait que 20 autres membres de cette unité anti-Mossad travaillaient en fait pour le Mossad. Et c'est ces agents qui ont permis le vol des archives nucléaires en 2018, ce qui est vrai, et les assassinats des scientifiques nucléaires. Bon, je précise quand même que feu, visiblement pas, Ahmadinejad est le même négationniste, qui disait que la Shoah n'avait jamais existé, qui disait qu'il n'y avait pas d'homosexualité en Iran, et qui était totalement paranoïaque et complotiste. Mais même l'ancien chef de la sécurité intérieure iranienne, Ali Younessi, avait déjà prévenu en 2022, je cite, le Mossad a infiltré de nombreux départements gouvernementaux ces 10 dernières années à un tel degré que tous les hauts responsables du pays devraient craindre pour leur vie. Ceci a été quand même légèrement prouvé. Alors, taupe ou pas, est-ce que c'est son entourage qui a été retourné à Khani? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Et cette forêt, c'est quand même des centaines, voire des milliers de citoyens iraniens qui collaborent avec les services de renseignement israéliens. Et là, c'est une enquête de ProPublica qui nous l'apprend. Figurez-vous que l'opération Rising Lion a bénéficié de 70 commandos, tous iraniens, aucun israélien, qui ont attaqué les défenses antiaériennes iraniennes de l'intérieur dans les premières heures de l'offensive. Le matériel, drone, missiles, système de communication est arrivé clandestinement en Iran dans des camions routiers. Ils ne se doutaient pas du tout de ce qui se transportait. Stocké pendant des années, c'est ces agents à l'intérieur de l'Iran. C'est grâce à ces agents au sol qui soutenaient, qui travaillaient pour le Mossad, qui ont identifié les chambres à coucher de 11 scientifiques nucléaires iraniens, et ce qui a permis des frappes aériennes d'une telle précision qu'il n'y en a pas un qui a survécu. Et la réaction du régime, c'est là où on intéresse, c'est comment le régime réagit, on se voit la véracité de la chose, et qui dit l'ampleur de l'infiltration. Plus de 700 personnes arrêtées en quelques jours après l'opération Rising Lion, accusées de lien avec le Mossad, au moins 12 exécutions, probablement 30, d'autant plus que juste après, en octobre 2025, Téhéran a durci la loi. L'espionnage au profit d'Israël est désormais automatiquement passible de mort avec confiscation de biens. Et ce que ça nous dit, c'est que quand même la monarchie, en 47 ans, a réussi quand même à tellement se faire détester qu'elle a créé une armée de l'ombre, une armée de l'intérieur qui travaille avec le Mossad pour réussir. Et donc moi je compte énormément sur ces milliers d'Iraniens qui travaillent avec le Mossad et qui, au moment opportun, réussiront à faire basculer les choses vers la liberté. Donc il faut poser la question au pluriel, non pas qui est la taupe, qui sont les taupes. Exactement. S'il y en a plusieurs centaines, merci à vous trois.